Hey yo, comment ça va aujourd'hui? Comme beaucoup de personnes autistes et neuroatypiques d'une manière générale, j'ai vécu une scolarité pourrie et j'ai très mal vécu ces années. Et je pense qu'il était grand temps que je vous parle de mon parcours scolaire. Pour m'introduire, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ellie, j'ai 21 ans et aujourd'hui je suis à mon compte sur les réseaux sociaux où je parle de mon trouble qu'est l'autisme. J'ai énormément de questions au quotidien et les questions sur le parcours scolaire reviennent assez fréquemment, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo YouTube dédiée parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Pour commencer, j'étais une enfant relativement calme, j'avais énormément de mal à m'imposer et à aller vers les autres. Lors des anniversaires par exemple, je préférais rester avec les adultes à boire de l'eau plutôt que des sodas et à jouer trap-trap avec les enfants de mon âge. Ou au parc c'est pareil, j'avais beaucoup de mal à me mélanger aux autres et j'avais pas du tout les mêmes jeux que les gens de mon âge. Mais en soi, mes premières années scolaires ça m'a pas empêché d'avoir des amis pour autant. C'est vraiment à partir du collège où j'ai très mal vécu. Les relations sociales, la scolarité, etc. Donc je vais un petit peu vous passer la maternelle et la primaire parce que j'ai pas trop été traumatisée de ces années-là. Mais arrivée au collège, la première chose qui m'a vraiment frappée, c'était les profs. J'avais deux profs en particulier qui me terrorisaient. Et à partir de là, je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à comprendre ce que les profs attendaient de moi et des élèves d'une manière générale. Par exemple, je me rappelle que quand il y avait des devoirs à faire, je les faisais sans broncher et je comprenais pas dans quelle mesure on pouvait arriver en classe sans avoir fait ses devoirs. J'étais terrifiée à l'idée de me faire disputer ou d'avoir fait quelque chose de travers. Même si je me trompais d'exercice, j'étais dans tous mes états parce que c'est pas ce que le prof attendait de moi. Et je me rappelle en 6ème, je crois, pendant les vacances scolaires, on devait lire plusieurs livres, je crois, qui étaient assez courts. Mais il fallait faire des espèces de schémas narratifs de chaque livre qu'on avait lu. Mais il fallait tout détailler. Et j'ai fait des fiches complètes, environ 17 ou 18. Je m'étais vraiment investie, j'avais parlé de chaque personnage, j'avais tout décrit. Et en fait, à la rentrée, je me suis rendu compte que j'étais la seule de ma classe à avoir fait ces travaux-là. Et la prof ne les a même pas demandés. Donc j'en conclus que c'était quelque chose d'implicite que je n'avais pas compris. Que peut-être c'était quelque chose de facultatif que j'avais fait alors que je n'avais pas envie de les faire. Et en fait, toute ma scolarité, j'ai été, on va dire, contrainte sous la peur. C'est bizarre de dire ça comme ça, on dirait un animal apeuré, mais c'était un peu le cas. J'étais vraiment terrifiée des profs. J'avais encore quelques amis en 6ème, mais comme la cour était davantage grande, mes amis et moi on se dispersait un peu, sauf que moi je restais seule. J'avais toujours un peu de mal à me mélanger et eux avaient davantage d'amis. Donc je me rappelle que ça a vraiment... C'est passé de peut-être 15 potes avec qui je peux rester à toutes les récréations à 4. J'avais une hantise à l'école, que ce soit primaire, collège, même lycée, c'était le sport, le PS. À un tel point que dès qu'on avait sport le lendemain, je faisais des éruptions de boutons où j'étais malade d'un coup parce que mon corps était tellement sous l'anxiété que je me créais des maladies et que mon cerveau arrivait à convaincre mon corps qu'il ne fallait pas que je fasse sport. Et j'ai jamais compris pourquoi j'avais cette hantise-là du sport. Peut-être que c'était le regard des autres, le fait de me mélanger, parce que j'ai toujours détesté la collectivité, si je puis dire. Les travaux de groupe, c'est pareil, j'ai toujours détesté ça. Donc je n'ai jamais fait sport de toute ma scolarité. J'ai toujours été dispensée. Ça m'a soulagée grandement, très honnêtement. C'est seulement au lycée que j'ai repris le sport parce qu'ils avaient un programme pour les personnes qui étaient dispensées. Justement, ils avaient un programme allégé en sport où il y avait vraiment très peu de personnes. Il y a certains cours où j'étais seule avec le prof et d'ailleurs je sais même pas si c'est très légal de faire ça. Mais l'idée c'était que ça compte pour le bac et qu'on soit pas pénalisé pour ça. Et donc j'étais tellement terrifiée des profs que au primaire par exemple, ma mère a toujours demandé à ce que je sois avec des maîtresses et non pas des maîtres parce qu'elle savait que j'allais plutôt mal le vivre. Surtout qu'à ce moment-là j'avais pas vraiment de figure paternelle parce que mon père était pas mal absent. Ça faisait quand même plusieurs années que mes parents n'étaient plus ensemble, etc. Je vivais qu'avec ma mère et ma sœur. Et quand je suis arrivée en 4ème, on a déménagé.
Donc qui dit déménagement dit changement d'école. Et il faut savoir qu'à cette période-là, je venais de me couper les cheveux très très courts. On appelle ça une coupe à la garçonne. Donc j'avais une petite mèche comme ça à la Justin Bieber et quasiment rasée sur les côtés. C'était vraiment comme ça, avec une petite mèche comme ça. Voilà, à peu près. Et à ce moment-là, grosse crise identitaire. Je ne savais plus qui j'étais, j'avais beaucoup de mal à me positionner, que ce soit par rapport à mon identité de genre ou par rapport à mon orientation sexuelle. Donc je pense qu'à cette période-là, voilà, j'avais 13 ans, je pense qu'on s'est tous posé des questions là-dessus, à peu près tous. Mais c'était à un point où j'étais persuadée d'être un garçon. Voilà. C'est-à-dire que je demandais à ma mère de m'acheter des boxers, j'avais changé de prénom, j'avais demandé à mon entourage de m'appeler autrement et je leur avais demandé de me genrer au masculin. Ça a été très compliqué pour ma famille à ce moment-là parce que c'était assez drastique, c'est arrivé du jour au lendemain. Et du coup, au collège, j'en ai plus ou moins profité et comme personne ne me connaissait, j'ai dit à beaucoup de personnes que non, je n'étais pas une fille, je suis un garçon. Et je me rappelle très bien d'un détail, c'est que je traînais avec une bande de mecs à ce moment-là et on était sur les bancs et j'avais les jambes écartées pour essayer de m'asseoir comme un mec et je voyais des mecs en face de moi qui fixaient comme ça sur mon entrejambe pour regarder si j'avais une bosse ou pas. Et je me rappelle de ça et ça m'a directement hyper gênée et j'ai rentré mes jambes quoi si je puis dire. Et je portais aussi des binders pour me border la poitrine. Donc c'est des brassières qui compressent énormément la poitrine. Et on dirait vraiment avec ça qu'on n'a pas du tout de poitrine. Donc déjà que j'en ai pas beaucoup, les binders m'aidaient énormément là-dessus. Mais je ne recours pas. Ça fait pas mal de douleurs, ça peut engendrer des problèmes de santé. Donc j'étais pas mal stigmatisée à ce moment-là parce que déjà je suis la petite nouvelle qui arrive un mois après la rentrée et assez androgyne. On sait pas si c'est une fille ou un garçon et en plus de ça je suis rousse. Voilà. Moi à ce moment-là je ne savais pas que j'étais autiste mais j'ai commencé à avoir pas mal de problèmes d'anxiété, beaucoup plus que ce que j'avais avant, à un tel point que je ne voulais plus aller à l'école. J'ai fait une grosse phobie scolaire, plus phobie sociale par la suite. Et puis j'avais aussi une copine de classe, quand je lui ai avoué que je pouvais potentiellement sortir avec des filles à ce moment-là, elle m'a dit « Ah mais moi je suis homophobe en fait, donc on peut plus traîner ensemble ». Et j'ai essayé corps et âme de lui expliquer qu'être homophobe n'était pas une fierté, et elle n'avait pas à le dire aussi fièrement. Mais c'est ainsi et je pense que ça m'a d'autant plus confortée dans le fait de ne plus vouloir aller à l'école. Donc ça a été très compliqué, j'ai raté pas mal de mois de cours à partir de la 4e. Et j'ai fait une dépression tellement grave que j'ai dû me faire hospitaliser. Voilà, donc j'ai davantage raté les cours, j'ai raté beaucoup de leçons, etc. Sachant que j'avais le brevet l'année prochaine, donc ça me faisait quand même beaucoup angoisser, beaucoup culpabiliser d'arrêter de suivre les cours, mais mon état ne pouvait pas. En plus de ça, j'essayais de demander à mes camarades de classe, dans le groupe de classe ou autre, comment on voit les cours. Personne ne m'a jamais envoyé aucun cours. J'étais pas très appréciée dans ma classe, honnêtement. Je pense pas que c'était même pas que j'étais pas appréciée, c'est juste que personne n'en avait rien à faire de moi. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout d'amis, en tout cas pas dans ma classe. Bref, à un moment, je me dis que peut-être je peux retourner en cours. Donc on a eu des rendez-vous avec le personnel de l'école, si je peux appeler ça comme ça, avec la CPE, la directrice, on appelle plus ça des directeurs je crois, le principal pardon, l'adjointe, enfin voilà, pour parler de mon anxiété. Ils ont été vraiment adorables, j'ai pu avoir un emploi du temps aménagé. Donc comme quoi même quand on n'a pas de diagnostic à ce moment-là, on peut quand même demander des aménagements dans son établissement scolaire. Donc j'ai expliqué moi par exemple que les maths c'est quelque chose qui m'angoissait énormément et d'ailleurs je pense avoir une dyscalculie mais je n'ai jamais fait de test pour le savoir. Je pense qu'en maths j'ai jamais eu plus de 4 de moyenne. Je n'ai jamais compris la logique des maths, c'est très compliqué, j'ai beaucoup de mal avec les calculs mentaux. Voilà, et les maths, c'est une matière qui m'angoissait énormément. Donc il y a quelques cours comme ça par-ci par-là qui ont sauté de mon emploi du temps. Il y avait des jours où j'avais cours que le matin, d'autres que l'après-midi. Et puis il faut savoir aussi que j'ai commencé à prendre
des anxiolytiques et des traitements à ce moment-là pour soulager un petit peu mes dépressions et mes anxiétés. Donc j'avais quelques effets secondaires au début, je somnolais énormément. Il y avait des cours où je m'endormais, où c'était impossible pour moi de me réveiller. Donc grâce à ces aménagements, j'ai un petit peu moins subi, je pense, l'école. Mais à la maison, c'était très compliqué parce que mes parents avaient envie de me soutenir et de faire au mieux, sauf que ils se sont peut-être pas pris de la meilleure façon. Comme je vous ai dit, le brevet approchait, donc il fallait que je me mette dans les cours au maximum, sauf que mon état de santé ne me permettait pas. Et en fait, ils ont eu beaucoup de mal à le comprendre, et je subissais une espèce de pression du coup à la maison, parce que je vais pas à l'école, donc il faut au moins que je fasse le nécessaire à la maison. On m'a proposé de passer par le CNED, et j'ai aussi une grosse anxiété à l'idée d'être en visio avec quelqu'un ou au téléphone, et je pense que juste j'aurais pas pu être livrée à moi-même dans ce contexte-là. Et très honnêtement, le souci n'était pas que d'aller à l'école, c'est juste que je ne pouvais pas suivre les cours à ce moment-là. Je n'étais pas disposée mentalement à pouvoir suivre des cours. Donc voilà, j'ai vécu un immense mal-être à ce moment-là. En troisième, j'ai fait ma rentrée et j'ai eu un ami dans l'école et je n'étais pas dans sa classe. Donc j'ai demandé à ce qu'on me change de classe, on m'a changé de classe pour que je sois avec lui. Mais un mois plus tard, même pas un mois plus tard, peut-être 2 semaines, je sais plus, pareil, impossible pour moi d'aller à l'école. Donc j'ai fait en sorte de retourner dans mon ancien collège. J'avais déménagé mais c'était pas non plus à une trop grosse distance. Donc c'est ce qu'on a fait, j'étais très très soulagée sur le moment. Sauf qu'en fait rien n'était comme avant. Tous mes anciens amis, y compris mes meilleurs amis au monde, m'ont totalement lâchée. Et même plus que ça, je pense qu'ils m'ont oublié et ont oublié la relation qu'on avait avant. À un point où, quand je suis arrivée, je me suis pointée devant eux, je n'avais dit à personne, à absolument personne que j'allais revenir. Et en fait, la surprise n'était pas telle, quoi. Enfin, ils ont à peine réagi. Et j'étais ultra contente de les retrouver, etc. Je me suis dit trop bien, ça va être comme avant. J'ai vraiment passé du moment de qualité avec des humains. Et pas du tout. À aucun moment, ils ont essayé de me proposer qu'on mange ensemble ou qu'on reste ensemble. En fait, j'étais toute seule. Et c'était une solitude que je ressentais d'autant plus là que dans mon collège, du coup, d'avant. Parce que c'était un environnement que je connaissais avec des gens que je connaissais. Mais c'était comme si j'existais pas. Et j'ai commencé à avoir beaucoup plus de stéréotypies à ce moment-là. Me balancer dans la cour, à faire du flapping parce que je faisais beaucoup d'anxiété et pas mal de crises d'angoisse qui s'apparentaient peut-être plus à du coup des crises autistiques, mais encore une fois je ne savais pas que j'étais autiste à ce moment-là. Et puis ma mère s'est dit que ce serait peut-être intéressant de me faire un test de QI parce que depuis très petite j'ai un immense décalage du coup avec les gens de mon âge plus précisément. J'étais ce qu'on appelle une enfant précoce. Aujourd'hui c'est un peu arrogant de dire ça comme ça. Mais on s'est dit que peut-être ça pouvait répondre à des questions. Donc elle m'a emmenée faire des tests. Et lors du bilan, la neuropsy m'a dit qu'en effet j'avais un haut potentiel intellectuel, mais en plus de ça, un TDAH. Donc on s'est dit que ça pouvait répondre en effet à pas mal de questions. Et à ce moment-là, j'avais 14 ans quand j'ai passé les tests. Finalement, j'ai passé mon brevet. Après avoir raté quelques mois de cours pendant l'année. Et j'ai eu du coup mon brevet avec mention assez bien. C'est ma mère qui l'a appris avant moi, elle m'a appelée au téléphone en pleurant parce qu'elle était sûre que j'allais rater mon brevet. Et il faut savoir que j'ai toujours été passionnée d'art, de dessin, de peinture. Donc pour mon lycée de rêve, je voulais absolument intégrer un lycée pas trop loin de chez moi qui s'appelle Léonard de Vinci avec une filière STD2A. Donc je voulais absolument être admise dans ce lycée qui avait beaucoup de demandes pour seulement 35 places environ. J'avais aussi un dossier béton parce qu'il fallait rendre un certain nombre de dessins, une lettre de motivation, etc. Pour un élève de seconde, je trouve que c'est quand même beaucoup demandé. Et contre toute attente, j'ai eu ma place dans ce fameux lycée. Donc j'étais très contente. Je fais ma rentrée, etc. Ça se passe plutôt bien. Mais je me rends compte que le niveau va être très soutenu.
que le rythme va être assez dynamique parce qu'en plus de notre emploi du temps normal avec toutes les matières qu'on a en seconde, on avait 6 heures en plus du coup d'art appliqué. Donc on faisait plus d'heures que les élèves qui étaient en général par exemple. Et au bout de quelques mois, j'ai de nouveau une phobie sociale scolaire qui est en train de remonter. Donc je n'y vais plus pendant 2 semaines. Puis je me suis mise à parler avec un garçon de ma classe qui s'avère par la suite être mon petit copain. Donc il est devenu ma motivation pour que je retourne en cours. Et j'ai plus ou moins subi le reste de l'année. Il y a eu des moments très compliqués où je n'avais absolument pas envie d'y aller, mais je me suis forcée toute l'année à y aller. Et puis arrivée en première, j'ai fait 1 semaine et j'ai tout lâché. En sachant que en seconde, comme je vous ai dit, c'était 6 heures en plus, en première c'était 11 heures en plus, et en terminale c'était 17 heures en plus. Donc arrivée en première, voilà, j'ai fait 1 semaine et j'ai pas pu faire le reste, c'était beaucoup trop lourd. Je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, j'allais au lycée avec la boule au ventre, je sortais en plein milieu des cours, c'était un enfer pour moi. Donc ce qu'on a fait avec mon psychiatre de l'époque, avec mes parents, c'est que j'ai été admise dans un hôpital de jour pour l'année. J'ai très mal vécu ma première hospitalisation. Mais là, le fait de me dire que c'est un hôpital de jour, je rentre chez moi tous les soirs, je serai avec des gens de mon âge qui ont à peu près les mêmes problèmes que moi, qui sont pas à l'école, je me suis dit bah pourquoi pas. Et en fait ça m'a permis d'avoir un semblant de vie sociale. J'ai rencontré des gens super là-bas avec qui je suis encore en contact pour la plupart. Et j'avais 1 heure ou 2 de cours par semaine, ce qui n'était pas énorme, mais ça me convenait à ce moment-là. Donc la fin d'année approche et j'avais de nouveau envie de retourner en cours, mais pas en art appliqué, j'avais envie d'aller en STMG. Il y a beaucoup de comment dire, de clichés sur cette filière parce que c'est un peu une filière poubelle, on va pas se le cacher, et c'est là-bas qu'on emmène généralement les élèves qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, mais ça ouvre beaucoup de portes et le niveau est assez léger, il n'y a pas beaucoup de devoirs, les cours sont pas trop soutenus. Donc je me suis dit c'est parti, je vais aller en STMG. J'ai pour vocation d'être ma propre patronne. Je voulais avoir ma propre entreprise, je ne savais pas de quoi, voilà, mais je savais que je voulais faire ça. Ou alors être commerciale. En tout cas, cette filière me correspondait plutôt bien. Donc je fais ma rentrée. Et bah ça se passe vraiment bien en fait. J'ai eu une copine quasiment directement dans ma classe. Et puis un copain, parce que du coup j'ai refait une année de première. Et ma première et ma terminale dans ce lycée en STMG s'est relativement bien passé, franchement. Du coup je décide de continuer, de faire un BTS commerce. J'ai été admise dans une école privée qui était quand même assez réputée à Nice. Et je me suis dit, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis, j'ai jamais été vraiment appréciée dans mes établissements scolaires. Là je veux que ça change, je vais être moi-même. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal quoi, je vais être moi-même, je vais être cool, je sais que je suis une meuf hyper sympa, je suis une bonne personne, donc vas-y, on y va, on a confiance en nous, on fait notre rentrée, ça va bien se passer. Et je venais d'avoir mon diagnostic TSA, donc j'ai eu une grosse période d'illégitimité où je me suis pas sentie voilà, légitime avant et après le diagnostic, j'ai eu du mal à me mettre en tête que je pouvais être autiste, etc. Et j'avais aussi du mal à en parler autour de moi un petit peu. C'était pas quelque chose que je criais sur les toits à ce moment-là. Donc je fais ma rentrée en BTS. La rentrée... il y a des poils partout, c'est une dinguerie. La rentrée se passe pas trop mal. Et on a comme premier devoir de faire un PowerPoint pour se présenter devant toute la classe. Donc moi je fais un PowerPoint de fou furieux, il était trop stylé. Il fallait se présenter, parler de nos passions, etc. Et en fait, j'en ai grave joué. Et j'ai dit par exemple que l'une de mes passions était la photographie. Alors c'est pas totalement faux, mais j'ai écrit par exemple sur la première slide de mon PowerPoint que j'adorais prendre ma famille en photo, faire des jolis portraits. Et en fait, la slide suivante, c'était des grosses photos en 0,5 de la tête déformée de ma mère, de ma sœur. C'était du grand n'importe quoi.
Moi je trouvais ça ultra drôle, genre hyper bon délire, la meuf elle montre ça devant sa classe, enfin hyper cool. Donc voilà, j'essayais un petit peu de dériver du sujet principal, de toujours mettre une note d'humour. En plus je suis quelqu'un qui s'exprime assez bien en public, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et en fait, bah ça a pas trop plu. Je pense que c'était un peu trop décalé pour les gens. Je sais pas, moi j'aurais kiffé qu'une personne fasse un PowerPoint comme le mien. Je me serais dit punaise ça va grave être ma pote. Mais en fait les gens m'ont grave pas pris comme ça. J'étais grave déçue. À un point où en fait je voyais tellement les visages des filles de ma classe par exemple me dévisager, regarder mon PowerPoint avec un air de dégoût carrément et de dédain, que je suis allée les voir à la fin du cours et je leur ai dit excusez-moi, est-ce que vous avez pensé que mon PowerPoint était un peu déplacé ou autre, parce que j'ai eu l'impression que ça n'avait pas plu. Elles ont grave fait les faux culs et m'ont dit ah non non c'était super bien, super drôle, j'ai kiffé. C'était pas du tout ce que ton visage racontait à ce moment-là par contre, mais bon, ok pourquoi pas. Donc je les ai crus et j'ai pas trop pris ça en compte au début. Et j'ai essayé de faire de ce groupe de filles mes amies. Il faut savoir que je n'ai jamais eu de groupe d'amis et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué et qui me manque toujours aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais réussi à faire partie d'un groupe, ou en tout cas je me suis jamais sentie inclus dans un groupe, voilà. Donc je me suis dit cette année ça va changer, c'est mon but principal. Je veux faire partie d'un groupe de personnes, de filles, parce que j'ai jamais eu d'amis filles en fait, vraiment un groupe soudé de meufs. Et du coup, j'ai essayé un petit peu, comme j'ai dit, de faire d'elles mes amies. Et je sais pas, par moments je me suis sentie de trop, j'ai eu l'impression que je les suivais un peu trop, que je m'imposais alors que je déteste ça, que je m'invitais quand j'étais pas forcément la bienvenue. Mais je me suis dit, j'ai envie de forcer quand même, parce que j'ai toujours eu cette impression là et s'il faut c'est moi qui pense ça, mais c'est peut-être pas le cas de... S'il faut c'est pas ce qu'elles pensent elles et je suis pas dans leur tête. Donc je vais voir où est-ce que ça nous mène et je vais tester, je vais jusqu'au bout. Sauf que notre classe était trop grosse, on avait 42 personnes dans la classe. Du coup ils ont décidé de diviser la classe en deux. Et je me suis dit bon bah forcément on va pas toutes se retrouver ensemble, on était 5 ou 6 dans le groupe. Et je me suis dit bah forcément le groupe il va être divisé. Et on a nos résultats du coup de classe avec des listes qu'on nous a envoyées par mail. Et je suis qu'avec une seule fille du groupe. Donc j'envoie un message aux filles et je leur dis ah punaise je suis que avec et je leur dis en gros bah je suis trop deg qu'on soit pas toutes ensemble. Et vous savez pas ce qu'elles m'ont répondu. La fille on va l'appeler Clémence. Elles m'ont répondu ah nous aussi on est dégoûtés que Clémence soit pas avec nous. J'ai eu un pincement au cœur à ce moment-là et j'ai compris direct quoi, je ne suis clairement pas la bienvenue dans ce groupe, je ne suis pas du tout inclus comme j'ai pu le penser à certains moments. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à ce moment-là, du coup, je suis en BTS commerce et alternance. Donc j'avais cours les lundis, mardis et le reste de la semaine, j'étais en alternance dans une entreprise. Et je faisais des semaines de 42 heures, sans compter les transports. Parce que au début, j'habitais pas proche de mon école et j'étais à 1h30. Alors au tout début, j'étais plutôt à 2 heures de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et après j'ai déménagé du coup à Nice, dans la ville où il y avait mon école. Et à ce moment-là j'étais tout proche de mon école, par contre j'étais toujours à 1h30 de trajet. Donc je faisais 1h30 le matin, 1h30 le soir. Voilà. En plus de ça, j'étais en train de passer mon permis. Donc j'ai eu mon code au bout de la deuxième ou troisième fois, je sais plus. Deuxième fois je crois. Mais du coup, va placer des heures de conduite dans une semaine de 42 heures où t'es pas dispo. Donc c'était ultra compliqué et ma boss me mettait un petit peu la pression pour que j'ai mon permis parce qu'il y avait quand même pas mal de soucis avec les trains, le matin, le soir ça me faisait rentrer ultra tard, enfin bon bref il y avait quand même beaucoup d'avantages à ce que j'ai une voiture et mon permis. Sauf que à ce moment-là, je pouvais placer mes heures de conduite seulement très tôt le matin ou le soir quand je rentrais. Et c'était pendant les heures de pointe. Donc en fait je perdais mon temps et mon argent parce que quand j'essayais de conduire j'étais dans les bouchons. Voilà. Donc j'ai eu mon permis après plus d'une cinquantaine d'heures de conduite. Et d'ailleurs j'ai déjà expliqué sur les réseaux, mais la conduite ça a été très compliqué parce qu'au début j'étais en manuel. Et j'ai trop de mal à me coordonner, à réfléchir à tout en même temps, etc.
J'ai eu beaucoup de mal avec la manuelle, et du coup je suis passée très vite en automatique et ça m'a littéralement changé la vie, hein. Si vous regardez ça et que vous êtes en manuel, vous galérez, vraiment passez en automatique, vous allez moins perdre de temps et d'argent, vraiment. Donc, bon, je me dis que ce groupe de filles là c'est mort. Et il y a un autre groupe qui est en train de se former du coup dans ma classe, donc ma nouvelle classe de 20 élèves et pas 40. Et je me dis bah let's go. J'avais l'air un peu plus enclin avec leur façon de penser à elles que le groupe d'avant, donc je me dis bah essayons. Et ça se passe plutôt bien pendant quelques jours, voire une semaine ou deux, je me rappelle plus trop bien. Et du jour au lendemain, elles m'ont ignorée. Je suis arrivée à l'école, elles m'ont pas dit bonjour et je l'ai très mal vécu parce que j'ai pas compris en fait. Je suis quelqu'un, si on veut pas de moi, je vais pas forcer. Du coup j'allais dire j'ai pas cherché à comprendre si, parce que ça m'a quand même bien pris la tête. Même encore aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, j'essaie de les contacter sur Snap parce que du coup, on parlait surtout via Snapchat. Et elles m'avaient bloqué. Voilà, elles m'ont bloqué et je n'ai jamais su ce que j'avais fait à ce moment-là. J'ai trouvé une fille du groupe qui ne m'avait pas bloqué et je lui ai posé la question. Je lui ai dit coucou, j'ai remarqué que vous m'ignorez depuis quelques jours. Je voulais savoir si j'avais fait quelque chose de mal. Et elle m'a dit fais pas genre, tu sais très bien ce qui s'est passé. J'en tombe des nues là, les gars. Non, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et elle me dit si, arrête de faire genre, tu sais très bien, on sait aussi. Explique-moi, par pitié, explique-moi ce qui s'est passé, je n'en ai aucune idée. Et du coup, je commence à dire mais meuf, je pense que c'est vraiment un quiproquo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et elle m'a dit c'est toi qui nous as ignorés du jour au lendemain, arrête de faire genre maintenant. Ok, mais bah très bien, si c'est comme ça, j'arrête de chercher à comprendre, j'ai l'impression que tu ne vas pas m'expliquer ce qui s'est passé, donc très bien. Et ce que j'ai pas expliqué, c'est que à la rentrée, on a eu un exercice en cours, un petit peu comme pour se présenter, mais c'était encore avant le PowerPoint. Ma caméra n'avait plus de batterie. Elle s'est éteinte pendant que je parlais, donc j'espère que je vais pas trop m'embrouiller. Donc je disais, on a eu un exercice. Le tout premier exercice de l'année, c'était aussi pour se présenter un petit peu. On arrive dans une salle et sur la table, il y avait plein de papiers découpés avec des adjectifs dessus. Il y avait par exemple colérique, heureux, tolérant, ouvert d'esprit, timide, réservé, plein de mots pour se définir. Et on devait en choisir un et expliquer au reste de la classe pourquoi est-ce qu'on a choisi ce mot. Donc tout le monde passe, tout le monde prend son petit papier, etc. Et moi j'ai choisi la tolérance. Et j'explique du coup aux élèves de la classe que c'est parce que déjà je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant, mais c'est pas pour ça en premier lieu que j'ai choisi ce papier, c'est parce que je suis quelqu'un qui nécessite beaucoup de tolérance et parce que, j'ai dit mot pour mot, je suis quelqu'un d'atypique qui peut avoir des comportements et des réactions qui peuvent sembler inhabituels ou même disproportionnés parfois pour ce que c'est. Parfois les gens ne vont pas comprendre mes réactions. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un maximum de tolérance autour de moi. J'ai besoin de bienveillance. Et donc j'ai expliqué ça aux élèves de la classe sans dire que j'étais autiste, sans poser de mots, mais j'ai dit que j'étais quelqu'un d'anxieux qui nécessitait de la tolérance, globalement. Et donc quand il s'est passé ça avec les filles de ma classe, bah, je me suis dit, s'il faut, c'est parce que j'ai eu une réaction qui les a déplu. Et en fait, je n'arrive pas à me rappeler et je ne sais pas quelle est cette réaction-là que j'ai pu avoir qui a pu les froisser. Et donc, à leur tour, elles m'ignorer et réagir comme ça avec moi. Mais ça m'a beaucoup travaillé parce que j'ai expliqué en début d'année justement qu'il y allait avoir des incompréhensions. Et que ce serait bien d'aller au-delà de ça parce que je ne suis pas qu'une personne avec des réactions inhabituelles. Et donc ça m'a fait du mal en fait qu'elle s'arrête à cette première image-là de moi. Je pense que c'était juste un manque d'ouverture d'esprit ou j'en sais rien et mon but c'est même pas de leur jeter la pierre ou quoi que ce soit parce que s'il faut j'ai vraiment fait quelque chose de mal sans m'en rendre compte. Mais voilà, du coup, cette année de BTS, alors déjà je dis une année mais c'est complètement faux parce que j'y suis restée 5 mois je crois en tout. J'ai arrêté l'alternance parce que c'était beaucoup trop soutenu et j'y arrivais tout simplement plus. Entre la fatigue chronique, les médicaments, je m'endormais à mon bureau, c'était pas possible de continuer, c'était beaucoup trop.
Même quand je faisais des journées en télétravail parce qu'il n'y avait pas de train ou autre, j'y arrivais pas. Voilà, c'était beaucoup trop. Je n'arrive pas à me faire à un rythme autre que le mien. C'est trop compliqué pour mon cerveau. Et petit à petit, j'ai arrêté aussi d'aller en cours alors que j'avais cours que les lundis, mardis. Donc on aurait pu se dire, la meuf abuse. Sérieux, c'est que 2 jours par semaine. Mais c'est quand même 2 jours où il y a 20 heures en tout dans cette semaine-là. Donc on arrive à l'école, il est 7h30, 8h et on termine à 20h, 20h30. Donc en fait, tu pars de chez toi, il est 7h, tu rentres, il est 21h. Voilà, c'était irréel pour moi, tout simplement. Sauf que à ce moment-là, j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Et en fait, la majorité de ma classe m'a prise pour une grosse mytho à dire que je fais de l'anxiété, etc. Parce que je ne parlais pas d'autisme sur les réseaux à ce moment-là. Personne ne savait que j'étais autiste. Et c'est vrai que je faisais des stories, je faisais des posts dans les moments où j'allais bien. Mais c'est pas parce que je vais bien que je peux aller à l'école, parce que c'est en allant à l'école que je vais pas bien. Donc je comprends aussi cette incompréhension-là de la part des autres, parce qu'en effet, je n'allais pas en cours, mais à côté de ça, je faisais des stories où j'allais bien. Donc c'est un peu contradictoire. Mais du coup, j'ai eu quelqu'un de ma classe qui m'a reporté certains commentaires désobligeants qui ont pu être dits à mon égard. Et j'en ai eu marre et j'ai envoyé un message dans le groupe de classe en disant « Vous connaissez rien de ma vie, fermez vos grandes gueules, en gros. De toute façon, on va plus jamais se revoir, etc. » Et j'ai quitté le groupe à ce moment-là. Voilà, alors que c'était pas du tout dit, j'avais pas dit à mes parents que j'allais arrêter d'aller en cours, ils le savaient que j'avais plus envie. Mais pour eux, c'était hors de question que j'ai pas au moins un bac+2. Parce qu'ils me disaient qu'avec un bac simple, on faisait pas grand chose. Et en soi, c'est pas totalement faux. Mais c'est pas non plus avec un bac+2 que je vais aller très loin en soi. Ça dépend d'énormément de facteurs. Du coup, à partir de là, je leur ai dit, là c'est mort, j'y retourne plus. J'ai fait un message d'adieu, c'est pas pour y retourner le lendemain. Donc à ce moment-là, j'ai cherché un travail. Parce que je vivais quand même seule, j'avais un loyer à payer, même si mes parents m'aidaient financièrement, il fallait quand même que je subvienne à mes propres besoins, au moins pour manger. Donc j'ai trouvé un poste en tant qu'hôtesse de caisse en bas de chez moi, à 15h par semaine. Donc je travaillais les vendredis après-midi, samedi après-midi et dimanche matin. Au début ça m'a quand même bien convenu, sauf que très vite je me suis rendu compte que c'était énormément de stimulation. Le contact avec les clients, le masking, parce qu'il faut pas montrer que ça va pas, que t'es mal à l'aise. Faut pas montrer que le bruit t'impacte énormément, les bip bip à longueur de temps, les machines parfois qui bug et qui vibrent en permanence, les clients plus que désagréables. Parfois j'entendais qu'ils faisaient des blagues en rapport avec ma couleur de cheveux ouvertement devant moi. Voilà, il faut rester professionnel même dans ce genre de moment. T'avais les clients aussi complètement bourrés qui rentraient pour de l'alcool alors qu'il y a certaines heures où déjà on n'a pas le droit de vendre de l'alcool et qui t'agressaient parce qu'ils avaient besoin de leur bouteille d'alcool. Tu te fais agresser par les clients pour un oui ou pour un non. Puis j'ai vécu quand même une grosse infantilisation de la part de mes collègues parce que on m'appelait la petite, tout le temps la petite. Je n'avais pas de prénom à leurs yeux. Je sais même pas s'ils se rappellent ou s'ils savent que je m'appelle Elina. Et puis avec mes problèmes de mathématiques, c'était quand même très compliqué de... même si c'est tout automatisé aujourd'hui, parfois t'as déjà noté quelque chose sur la caisse et il y a un client qui dit « Ah, excusez-moi, en fait, je peux vous rendre tant au lieu de temps. » J'étais obligée de refuser parce que je n'arrive pas à faire le calcul, c'est impossible pour moi. Et les peu de fois où j'ai essayé et le client n'a pas compris pourquoi je n'y arrivais pas alors que c'est un calcul simple. En fait, le nombre de fois où je me suis sentie bête, et on n'a pas à se sentir bête pour ce genre de choses normalement dans une société pas validiste. Enfin bref, voilà. Ce qui se passait, c'est que je rentrais chez moi le dimanche après-midi et je mettais toute la semaine à m'en remettre. Donc grosse baisse d'énergie jusqu'au vendredi suivant. Et à peine remise sur pied, de nouveau au travail, etc. Donc vous allez me dire, oui, c'est la vie de tout le monde aujourd'hui, sauf que toi t'étais en 15 heures par semaine. Donc oui, sauf qu'avec un trouble autistique, on vit pas de la même façon. Le rythme est très compliqué et d'autant plus quand on prend des médicaments du coup comme je vous ai dit. Donc j'ai commencé à me mettre en arrêt 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même plus, je sais plus. Et je me suis dit, bon clairement, je vais me rendre à l'évidence, je ne vais plus y aller. Donc autant que j'arrête de faire des arrêts. Et en fait, c'est là où je me suis consacrée à 100% sur les réseaux sociaux. Donc ça fait pas longtemps en vrai, là ça fait depuis novembre dernier je dirais. Ça fait peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, que je suis vraiment à fond là sur les réseaux sociaux. Et que j'arrive un petit peu à en vivre aujourd'hui. Et encore, c'est pas toujours simple parce que j'accepte pas
tout et n'importe quoi comme type de collaboration. Déjà si ça s'éloigne trop de la neuroatypie, j'ai du mal parce que je veux pas noyer mon contenu dans d'autres trucs, etc. Et je veux choisir des marques éthiques et des choses qui peuvent réellement vous convenir à vous, vous intéresser et pas juste parce que ça ramène de l'argent. Voilà, c'est pas du tout mon but. En tout cas aujourd'hui j'arrive vraiment à m'épanouir dans ce que je fais, loin de l'infantilisation de potentiels collègues ou d'un patron. Je suis ma propre patronne, je me gère comme je peux. Il y a des jours où je travaille pas du tout, il y a des semaines où je travaille pas du tout et ça me convient bien. Quoi qu'il en soit, le problème ne vient pas de l'autisme mais de la société. Si j'avais eu des gens dans mon entourage un peu plus cléments, un peu plus bienveillants, qui pouvaient s'adapter à mon fonctionnement, je ne l'aurais pas du tout vécu comme ça. Mais c'est en train de tourner de la bonne façon. Je sais que l'État met énormément de choses en place en ce moment, même si on dirait pas, pour l'inclusion, pour qu'un maximum d'entreprises soient formées sur les troubles du neurodéveloppement. Donc d'ici quelques années, voire d'ici 2027, ça devrait être beaucoup moins un mythe, une légende ou quoi que ce soit pour les gens, parce qu'on est des personnes lambda, c'est juste qu'on n'a pas le cerveau fait de la même façon. On réfléchit pas de la même façon, on pense pas de la même façon, et je le répète, notre cerveau est physiologiquement différent. Il n'est pas formé de la même façon, il ne ressemble pas à un cerveau neurotypique. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qui ne corrèlent pas. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas parce que vous êtes autiste ou que vous avez un handicap quelconque que vous êtes incapable, au contraire. J'aurais plus tendance à dire que c'est les gens qui vous entourent qui sont incapables. Si vous êtes amené à penser ça, ça veut dire que des gens vous ont fait croire ça, et c'est pas ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Beaucoup de blabla dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit tournesol si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me ferait très plaisir. Je vous mets mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre sur Instagram et TikTok et je vous fais de gros bisous.